Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour une nouvelle émission, une nouvelle édition de votre émission préférée, ML2 part en live, l'épisode 29 pour la 29e journée du championnat, la 29e journée de la saison qui a bien sûr livré son lot d'enseignements, son lot de résultats surprenants ou pas, mais surtout voilà quelques mouvements au classement général qui vont pouvoir être analysés, décortiqués, étudiés par notre équipe de choc. Notre équipe de choc, j'ai nommé messieurs Karel et Étienne qui sont avec moi sur ma Ligue 2 à chaque fois pour vous faire vivre les multiplex, les matchs en direct, mais aussi toute la semaine avec les conférences de presse et toutes les rumeurs qui peuvent affluer. Et c'est vrai qu'en ce moment, là, on est un peu en fin de saison, donc entre les reprises de clubs, les transferts, les prolongations, là, voilà, il y a pas mal de choses à voir sur maligue2.fr et c'est ces hommes-là aussi qui vous les font vivre. Donc salut Étienne, salut Karel, salut messieurs. Salut tout le monde. Voilà, donc comme je disais, là, cette 29e journée qui vient de s'achever hier avec un succès de Dunkerque, 3-1 sur Guingamp. Voilà, un match important pour le haut tableau, important pour les playoffs et bien sûr pour l'ordre dans lequel ces playoffs se joueront, puisque c'est très important, c'est essentiel même, de recevoir le playoff 1, voire le playoff 2, pour pouvoir avoir les meilleures chances de monter, de se présenter en barrage et de pouvoir potentiellement monter en tant que troisième promu. Qui est bien sûr facultatif en fonction de, bien sûr, de la prestation du 16e de Ligue 1, du barragiste. On va pouvoir voir les résultats ensemble de cette 29e journée. Donc Ajaccio avec un succès important contre Amiens, le 2-1. Une victoire méritée des Ajacciens, on reviendra après dessus. Annecy qui ne fait qu'un but partout contre Bastia, mais qui était réduit à 10 pendant toute la deuxième mi-temps. Laval qui perd 1-2 contre Grenoble, alors qu'ils avaient ouvert le score très très tôt dans la partie. Le Paris FC qui domine Clermont 2-0, et franchement ça aurait pu être plus. Rodez qui bat Martigues 1-0 dans des conditions atmosphériques assez particulières. Et puis les matchs du samedi avec un 2 partout entre Caen et Metz, 2 partout également entre Troyes et le Red Star, 5-0 qu'on n'a pas vraiment vu entre Lorient et Pau, et bien sûr, comme je vous le disais, Dunkerque 3, Guingamp 1. Messieurs, je voulais revenir en particulier sur cette, je l'ai pas beaucoup dit dans cette intro, mais sur ce résultat nul entre Caen et Metz. On sait que Caen, c'est pas exactement le même stade Malherbe qu'avant l'arrivée de Michel Derzakarian, mais quand même pour le FC Metz, rater un peu le coche là comme ça, c'est un gros coup dur dans la course pour la montée, n'est-ce pas? Bah, c'est un gros coup dur. Pardon, Ouais. Étienne, tu veux y Oui, aller? vas-y. J'y vais. Bah, c'est un gros coup dur, mais après quand je repense au match, je sais pas vraiment, quoi en penser parce qu'il y a aussi la réalité de ces 90 minutes-là, outre Mmh. la dynamique des 2 équipes et hem et j'aurais pas été choqué que Caen prenne 3 points, Mmh. typiquement, parce que la première mi-temps est vraiment à leur avantage. Mais le fait est que Metz a fait preuve d'un réalisme assez froid. Et Caen a quand même eu le caractère après en deuxième mi-temps Ouais. pour réagir, pour égaliser 2 fois, pour revenir au score 2 fois alors que, bah, Metz, prenait souvent les devants mais pas forcément, et ben, c'était plutôt contre le cours du jeu, dans les 2 cas, surtout, sur le premier but de Van den Garkhoff. Je trouve que Caen a fait un vrai bon match en tout cas. J'y pensais à la fin de la rencontre mais ça laisserait presque des regrets, par rapport à ce qui s'est passé sur le reste de la saison forcément, même si c'est pas aussi simple que ça. Mais on voit très bien qu'à domicile avec un public, moi je tire mon chapeau Mmh. aux supporters caennais qui sont là et qui seront là jusqu'au bout, dans une très belle ambiance. On a vu que cette équipe de Caen, même face à un des ténors de ce championnat-là, était capable de jouer, était capable de rivaliser, était capable dans le contenu de mériter de gagner. Mais pour recentrer un peu sur Metz, oui, c'est dommage et on s'y attendait pas forcément à ce moment-là, Mmh. justement parce que sur la dernière émission notamment qu'on a faite, on soulignait la montée en puissance de Metz sur ce sprint final qui ne laissait justement pas ce genre de points en route. Donc ça dépend comment on le voit pour les Messins. Est-ce qu'on décide de voir le verre à moitié vide, à moitié plein? Est-ce qu'on décide de se dire que chez une équipe de Caen qui était plutôt en jambes, ils ont quand même réussi à arracher un point en étant ballottés, Mmh. même s'ils ont mené par 2 fois au score? Ou est-ce qu'on se dit que, bah, avec les victoires combinées du Paris FC et de Lorient, c'est une très mauvaise opération? Je pense que les 2 analyses sont viables, hem, mais je dirais quand même que, au vu du contenu, hem
au vu de ce qu'ils ont proposé et de ce que Caen a proposé, encore une fois, qui je trouve n'aurait pas volé une victoire, c'est peut-être pas plus mal de réussir à prendre un point à Dornano et de se dire qu'on va essayer de capitaliser là-dessus pour se relancer directement la semaine prochaine, sachant que je crois que Lorient jouera Guingamp, le Paris FC va à Grenoble. C'est pas forcément des matchs, c'est des matchs où ils restent favoris, mais c'est des matchs aussi où ils peuvent potentiellement perdre des points, c'est pas encore fini. Et Metz a réussi à ne pas perdre aussi. Donc moi j'irais plutôt sur cette option-là. Après, je trouve que les deux analyses s'entendent complètement. Moi, ce qui m'a marqué, oui, c'est en plus en fin de match, tu as une grosse occasion pour Mendy. Je sais plus s'il est contré le ballon ou pas quand Baudard se trouve un peu. Et pour Kierémé aussi également, enfin en toute fin de rencontre. Ouais, là pour le coup, Caen peut avoir des regrets, surtout qu'avec une victoire, mine de rien, avec une victoire, il revenait à 6 points, quoi. En fait, il revenait à 6 points de Martigues. Là, à l'inverse, il leur faut 3 victoires et espérer que ni Martigues ni Clermont ne gagnent sur les 5 derniers matchs et qu'ils fassent pas trop nul. Donc, ça reste très très long, alors que s'ils étaient qu'à 6 points de Martigues à 5 journées de la fin, finalement, c'était encore envisageable de faire les barrages, quoi. C'est là qu'il y a le gros regret aussi pour Malherbe. Peut-être que le regret, il est plus dans ce sens-là, ouais. Je sais pas si Étienne, tu avais quelque chose à rajouter sur ce match-là. Mais c'est vrai qu'on a vu enfin un Caen révolté qui avait l'air de vouloir tout donner pour sa survie, ce qu'on n'avait pas vu 6 jours avant sur la pelouse du Paris FC. Là, on avait vu une équipe résignée, abandonnée à son sort. Là, on a vu vraiment un Caen qui a pris les choses en main, si on ne me présente pas le contexte, j'avais absolument pas l'impression de voir une lanterne rouge jouer contre Metz samedi, mais malheureusement, j'ai peur que ce soit un peu trop tard. S'ils avaient gagné ce match, et comme l'a dit Karel, je pense qu'ils auraient pu le gagner. Voilà, ça aurait donné quand même pas mal d'espoir pour la fin de la saison. Malheureusement, il y a ce gros défaut d'efficacité en contraste avec l'efficacité de Metz, parce qu'il y a quand même des grosses occasions ratées côté Canet. Moi, je pense surtout à celle de Kierémé après le 1-2 avec Mendy. C'est en première période, je crois, où il catapulte le ballon au-dessus de la transversale, et ça malheureusement, quand on peut pas se le permettre, quoi. Donc c'est dommage. J'ai l'impression que c'est trop tard, mais pourtant voilà, cette équipe avait quand même largement le potentiel de ne pas descendre, et c'est vraiment un euphémisme. Donc dommage, mais bon, après j'ai pas le calendrier en tête de Caen de la fin de la saison. J'allais en parler. Ouais. Tu l'as J'allais en parler parce que s'ils gagnaient ce match-là, derrière tu te déplaçais à Rodez et t'accueillais Martigues. T'étais quand même dans une position où c'était pas imaginable, parce que imaginer Caen se maintenir sur cette fin de saison, ça paraît quand même fou. Mais ça paraissait quand même plus pensable qu'il y a quelques jours, quelques semaines. Si tu arrives à t'imposer contre Metz et que derrière tu vas chez deux concurrents, et qu'avec cette confiance-là, de te dire on a été capable de sortir un gros match contre une équipe qui joue la montée, on est capable aussi de s'imposer contre des concurrents directs. Surtout que Rodez, c'est pas encore fini, et ils finiront sûrement pas en roue libre, mais peut-être avec un peu moins de conviction que des équipes comme Martigues, comme Clermont, qui ont encore tout à jouer. Rodez a quand même pris un peu ses distances sur cette fin de saison. Et derrière, tu accueilles Martigues. Martigues, je trouve que c'est vraiment difficile de s'y déplacer sur cette fin de saison. Par contre, à Dornano, avec ton public qui te pousse sur un match aussi crucial, on pouvait penser que Caen était capable d'aller chercher une grosse performance. Là, tu avais vraiment un joli trio de matchs à bien négocier qui pouvait te replacer potentiellement dans la dernière ligne droite, dans une position plus favorable. Donc c'est vraiment vraiment dommage pour Caen, je trouve, plus que ça allait pour Metz, même si les enjeux sont très très présents pour Metz. Dans la physionomie du match, je trouve que les regrets seront peut-être un peu plus du côté Canet, à mon sens. Et puis il faut penser aussi que Martigues, même si tu les bats, ils avancent à un rythme quasiment d'1 point par match, et beaucoup plus vite même d'ailleurs depuis la phase retour. Mais depuis le début de la saison, c'est environ 1 point par match. On peut imaginer qu'ils seront au moins à 33, au moins à 32, 33, voire 34 d'ici la fin de la saison. Voilà, pour Caen de passer de 20 à 34 en 5 matchs, c'est simple, il faut faire 5 victoires. Donc pour moi c'est un petit peu foutu. Et puis sachant qu'il y a Lorient, il y a Lorient dedans, à la 32e, donc ça va pas être évident. Ça risque d'être 32 max, quoi.
Ouais, c'est ça, voilà. Donc voilà, malheureusement pour Caen, c'était pas la... J'ai l'impression à la fois que c'est un joker qu'on a sans doute pas à aller voir faire quoi que ce soit. Et maintenant qu'ils n'ont pas gagné, bah voilà, on a le regret pour eux voilà, de pas C'est les ça voir qui est faire mieux. fou. Hein. Ouais, c'est ça. Ça en dit long un petit peu sur le potentiel de cette équipe et le gâchis un petit peu qu'a été cette saison. L'autre match dont je voulais parler, c'est effectivement ce match important pour le maintien entre Rodez et Martigues. Le RAF qui s'impose 1-0 avec le but de Nkada qui, je crois, qui a passé la barre des 15 buts maintenant, si je ne m'abuse. 15 buts pour Timothée Nkada. Et je crois même que, ouais, c'est ça. Et je crois même que c'est la première fois qu'un joueur du RAF, depuis qu'ils sont pro, finit la saison à 15 buts, alors qu'on a eu quelques bonnes prestations les saisons précédentes. Et là, vraiment, avec encore 5 matchs à jouer, voilà, déjà 15 buts pour Nkada. Oui, autant vous dire que je doute qu'il reste à Rodez une année de plus. Et pourtant, il a vraiment trouvé l'endroit parfait pour jouer son football. Donc, voilà, je suis agréablement surpris, effectivement, de la qualité un petit peu de cette équipe. Noah Kadiou, qui est souligné comme joueur du match côté RAF aussi. Il fait une très grosse saison aussi. Ah ouais, non, mais c'est pareil. Relégué avec QRM, mais on sentait qu'il y avait quelque chose quand même chez ce joueur-là. Mais vraiment, c'était un match particulier avec beaucoup de vent. Et en fait, la première mi-temps était plutôt même dominée par les Martégots qui avaient le vent avec eux. Et en deuxième mi-temps, ça a été l'inverse. Et finalement, voilà, c'est Rodez qu'on a profité avant l'expulsion du capitaine Belloumou. Je ne me rappelle plus exactement dans quelles circonstances d'ailleurs c'est arrivé. Ouais, il me semble que c'est un tacle. C'était un deuxième jaune ? Non, d'accord, c'est. Ouais, non, pas, parce que j'ai lu que l'entraîneur de Martigues n'était pas très content de ce carton rouge. D'accord, ouais. Moi, franchement, il me semblait assez indiscutable, vu les images que j'ai pu voir. Mais... Faut dire que j'ai un petit peu mélangé parce qu'on a eu quand même une journée avec beaucoup de cartons. Surtout un multi avec 4 cartons sur 5 matchs, c'est ça, 4 rouges sur 5 matchs. C'était assez notable. Mais ouais, du coup Martigues qui aurait pu se rapprocher, revenir à 3 points seulement, même moins que ça. Attendez, si, ils auraient pu revenir à mes calculs sont pas bons là. À 2 points seulement de Rodez. Ils auraient pu venir à seulement 2 points de Rodez en cas de victoire et vraiment rester dans ce panier-là avec l'option incroyable de quitter la zone rouge carrément, de ne plus être barragiste. Là, ça commence à faire loin quand le plus proche est à 34 points, du coup à 6 points de vent et qu'il reste que 5 matchs à jouer. Bon, ça va être un peu compliqué, mais je pense qu'ils seront déjà contents de jouer les barrages des Martégots vu le début de saison catastrophique qu'ils ont connu avec toutes les circonstances atténuantes qu'on leur connaît. Et puis pour Rodez, bah voilà, ça semble bien parti pour faire une nouvelle saison en Ligue 2, une de plus. J'ai envie de dire que c'était un peu qu'une question de temps, j'ai envie de dire, pour qu'ils s'éloignent justement de cette zone rouge. On va voir le classement rapidement de la Ligue 2, mais c'était qu'une question de temps. Je crois que c'est l'une des seules équipes du bas de tableau qui a une différence de but positive. Alors 3 était aussi à 0 parce qu'ils prenaient très très peu de buts. Rodez, c'est parce qu'ils en marquent beaucoup. Voilà, c'est ça. Donc voilà, c'est un peu les deux équipes qui n'ont pas trop leur place voilà, dans la course pour le maintien. Quand on voit qu'Ajaccio a -9, Pau a -11, tous les autres c'est des -13, -14, -22. Voilà, même Annecy ils sont à -5 alors qu'ils sont en première partie de tableau. Pardon. Donc du coup, oui, ça c'est un peu les deux clubs qui n'ont pas trop leur place ici, mais qui, voilà, par leurs résultats un petit peu en dents de scie, n'ont pas réussi à se décrocher. Là, on voit quand même qu'il y a un petit écart pour Rodez, pour Pau au-dessus. Voilà, ça semble quand même très très bien parti pour le maintien. Il n'y a plus grand-chose à faire. Et puis dans les autres matchs notables, alors qu'est-ce qu'on avait souligné Oui, bien sûr, la victoire de Lorient 5-0. On va en parler. 5-0 pour Lorient contre Pau dans un match qu'on n'a pas pu voir en intégralité. C'est un problème de réseau, c'est ça, un problème de connexion, Étienne ? Une panne internet sur la région de Lorient apparemment. Ouais, voilà, donc voilà, un match qu'on n'a pas pu voir. C'était bien sûr, Lorient a pris l'avantage assez tôt, mais finalement c'était pas non plus plié d'avance. Et puis c'est en deuxième mi-temps que les Merlus ont réussi à vraiment faire le break avec ces 5 buts doublés de Croupi qui maîtrise déjà bien les pénaltys. On voit que on pourra reparler de la course d'élan de Guendouzi, mais vraiment Croupi, il est devenu un petit peu spécialiste dans la matière avec un petit peu, j'aime bien quand il s'écarte un petit peu là sur la gauche avant de frapper. Et vraiment, on voit qu'il a la technique pour les mettre à chaque fois et
voilà encore un doublé de ce prodige. C'était qu'une question de temps de toute façon pour qu'il quitte la Ligue 2 et même le championnat de France, hein, tout simplement. Et c'est ce qu'il va faire la saison prochaine. Laporte, Ponceau et Tozin aussi. Voilà, je crois que c'est son premier but depuis très longtemps. Qui ont marqué également en fin de match quand c'était un petit peu plié. Pau qui a craqué. Alors, vous n'aurez pas de statistiques pour ce match-là, vu que je crois que le match n'a pas été vu par les en entier, forcément vu par les analystes statistiques. Voilà, on a aucune stat de disponible. Mais globalement, Pau ne méritait pas plus de ce match-là. Alors, ceci dit, j'ai suivi un peu les événements chez nos confrères de ici, Béarn Bigorre, qui suivaient les matchs en intégralité. Et la première mi-temps, Pau a quand même bien résisté avec quelques bons arrêts de Camara qui, comme on le disait juste avant de prendre l'antenne, méritent sûrement mieux que 1,48 sur 10. Mais non, du coup, Pau a tenu, mais ils ont fini par craquer après le 2 ou 3e but. Et forcément, quand tu es une équipe qui n'a plus rien à jouer chez le leader, tu peux résister. Mais une fois que tu as pris le 2e, ça devient plus compliqué. Et là, Lorient a commencé à dérouler. Après, je pense que Nicolas Hussay, il n'aura pas la même vision que toi. Je pense qu'il aura dit qu'il aura certainement l'opinion. On aurait dû au moins, voilà, pour l'honneur ou je sais pas, pour faire bonne figure, faire mieux que ça. Mais oui, on sait que c'est difficile toujours. Déjà chez Lorient, c'est difficile de prendre le moindre point. Hein, on l'a vu. Je crois ils en sont à 13 victoires sur 15, je crois, cette saison. Oui, un nul, une défaite et tout le reste gagné. Ouais. C'est ça, donc c'est très très dur de prendre le moindre point. Alors en plus, quand tu es mené de 0, c'est difficile évidemment de pas lâcher prise, ou alors tu pars un petit peu à l'abordage. D'ailleurs, c'est comme ça qu'il est marqué le 3e but. Hein. Ils partent, c'est Ponceau, c'est ça qu'il marque, 3e ou 4e, je sais plus. C'est Pau qui part en contre, il y a un milieu de terrain qui rate une passe en transition, et d'un coup Lorient est en supériorité numérique dans la moitié de terrain adverse, et voilà, c'est comme ça que ça rentre. Donc on va pas trop non plus blâmer Pau d'avoir voulu jouer le jeu. C'est une défaite 5-0 une victoire 5-0 pardon, de Lorient qui les rapproche encore un petit peu plus de la montée en Ligue 1. Ça semble de plus en plus proche effectivement pour les Merlus qui sont leaders avec 3 points d'avance sur Paris et 4 d'avance sur Metz. Paris qui a gagné 2-0 contre Clermont. Et alors là, c'était comme on pouvait s'y attendre, pour le coup, c'était plutôt assez tranquille pour Paris, qui, avec 4 jours de repos entre le match joué contre Caen et ce match contre Clermont, mais globalement, il n'y avait qu'une seule équipe sur la pelouse. 0 tir cadré pour Clermont. Voilà, aucune occasion majeure à rapporter pour les Clermontois, des Parisiens qui étaient bien en jambes. Cafaro, qui franchement, j'ai l'impression, il se bonifie chaque saison qu'il passe en Ligue 2. Hein. L'an dernier, avec Saint-Etienne, il était déjà très très fort. Et puis là, il revient à l'hiver et je me demande s'il n'est pas impliqué sur un but quasiment à chaque match qu'il joue. C'est assez incroyable, Cafaro. Il est vraiment dans une forme incroyable. Quand on sait ce qu'il a fait en début de saison à Saint-Etienne, il était un petit peu à la peine. Je me demande s'il n'a pas été blessé à un moment, ou en tout cas, il a passé un temps sur le banc. Le voir un peu se réaffirmer comme ça dans une équipe qui tourne déjà bien en Ligue 2 et peut se faire une place. Hein. Fallait se faire une place parmi les. Voilà, y a, bien sûr, là, ça jouait avec Kebal, Cafaro sur les côtés. Mais des fois, tu peux avoir Gori sur un côté et puis Diko dans l'axe, ou alors Amel. Enfin, voilà, il y a beaucoup de possibilités pour Stéphane Gilly. Mais voilà, Mathieu Cafaro qui vraiment est rentré dans ce collectif comme si de rien n'était. Et puis moi, j'ai vu une équipe de Clermont qui arrivait battue, et c'était complètement à l'inverse du discours de l'ancien coach Laurent Batles, qui a été remercié après ce match-là. Voilà, qui n'est plus l'entraîneur du Clermont Foot, et désormais Clermont va être entraîné par, j'ai pas envie de me tromper de prénom, je crois que c'est Sébastien Mazera, le directeur du centre de formation, qui est là depuis au moins 20 ans au club, et du coup oui, c'est clairement, j'ai l'impression qu'ils n'y ont jamais cru, contrairement au discours du coach en avant-match. Il disait oui, personne ne nous voit gagner à Paris, personne ne nous voit faire un résultat à Paris, moi j'y crois. Les joueurs, ils n'ont pas cru, et ça a coûté sa place. C'est vraiment tout l'inverse du match de Caen, quoi. C'est vraiment, on s'attendait à rien et on est quand même déçus, quoi. Donc là, ça fait 2 équipes de suite qui se présentent au stade Charletti comme s'ils se présentaient à l'abattoir, quoi. Parce que comme quelques jours après Caen, là, on a vu Clermont complètement apathique. En plus, ils se prennent un rouge qui complique le parcours pour les matchs d'après. Donc non, c'est un deuxième jaune de Da Silva. Il prend 2 jaunes en 15 minutes, quoi. Donc, c'est ça. Ouais. Tout à fait. Et franchement, sur la pelouse, il n'y avait pas photo. Je pense que la fatigue a un petit peu aussi joué sur le fait que Paris a un petit peu maîtrisé le match, mais sans chercher à en mettre plus.
Je pense que voilà, il voulait aussi s'économiser, surtout que Kebbal a senti une douleur musculaire, je crois, il a été préservé, et Crasso est sorti pour épaule disloquée ou je sais plus quoi. En tout cas, il a eu mal au bras, il se tenait le bras en sortant et c'était pas trop bon signe. On espère bien sûr qu'ils pourront tenir leur place les prochaines semaines, mais c'est vrai que deux joueurs majeurs comme ça du Paris FC qui potentiellement se blessent pour les prochaines semaines. Bon, on va pas leur porter la poisse, on espère qu'ils seront vite de retour. Et c'est vrai que si tu perds Crasso et Kebbal à ce moment-là, est-ce que tu l'as dit tout à l'heure, il y a quand même Dico et Hamel pour prendre la place de Crasso. Après, le profil de Kebbal, et c'est vrai qu'il n'y a peut-être pas forcément une solution avec le même profil exactement, mais bon, le PFC a quand même de quoi faire. C'est ça, ils ont de quoi faire. C'est juste que voilà, dans un sprint final, surtout si avec le risque en plus de jouer les playoffs, parce que la montée n'est pas du tout acquise ni pour Lorient, Paris ou Metz. Hein. Les trois sont encore capables de le faire, mais c'est vrai que Paris a un petit avantage maintenant, mais attention au Grenat. C'est vrai que si tu joues les playoffs sans deux de tes joueurs majeurs et que tu dois en plus enchaîner les matchs dans de courtes périodes, ça peut aussi jouer un petit peu, peser dans la balance. Donc ils auraient tout intérêt à passer deuxième, à finir deuxième et donc promu automatiquement. Et le dernier match dont on voulait parler, c'est évidemment cette victoire dunkerquoise contre Guingamp, qui n'a pas fait, qui est pas volé. Hein. Franchement, les Dunkerquois, ils ont été au rendez-vous. Autant on a été déçus les dernières semaines. Alors bien sûr, pas contre le PSG, ils ont fait vraiment un très gros match. Mais on a été déçus un petit peu des prestations dunkerquoises à Bastia notamment. Voilà, même si Bastia c'est une bonne équipe et qu'ils n'ont jamais perdu chez eux, ils s'étaient fait avoir à la relance. Il y avait des approximations techniques. Là vraiment, on a senti une machine bien huilée qui pas du tout démobilisé, parce qu'on pourrait se dire après l'élimination en Coupe de France, après 3 défaites de suite en Ligue 2, voilà, ils pourraient aussi eux-mêmes tirer la langue, mais pas du tout. Là, on a vraiment vu des Maritimes ressourcés, requinqués après cette remontée du PSG au score de 2-0 à 4-2 en demi-finale. Voilà, et je pense, pour moi, la victoire a été méritée sur l'ensemble du match. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé. Ouais, ils ont eu un peu de mal à démarrer parce que les jambes étaient un peu lourdes. Et je crois qu'il faut rajouter un élément avec le calendrier chargé et la mauvaise série, c'est qu'il y avait beaucoup d'absents. Ortola était absent, il manquait Ragoubert, Rivera, Sasso, Théane. Que les joueurs titulaires ou presque. Ouais, oui, ouais, voilà. J'ajoute Kondo, c'est Congo, Youssouf qui joue un peu moins, mais ça fait quand même 8 joueurs qui n'étaient pas disponibles. Donc, le début de match a été un peu compliqué pour Dunkerque, avec un fort pressing de Guingamp. Ils avaient un peu de mal à sortir. Et puis finalement, en deuxième période, on a commencé à revoir le Dunkerque qu'on a eu l'habitude de voir cette saison, qui a repris les choses en main et qui marque sur... c'est Yacine qui met le premier avec un beau coup d'œil de Courtet qui va deux fois sur Abder. Oui. Courtet, qui est infatigable au pressing, sur les efforts défensifs, qui provoque le rouge, qui est à l'origine des buts. Donc, c'est vraiment un attaquant généreux, quoi. Donc, bravo à lui. Et ensuite, Abdoulaba, qu'on avait vu 3 minutes avant hier soir, qui rentre, qui fait un but, une passe D. Donc, c'est ça, ouais. Et c'est quand même très sympathique pour un entraîneur de pouvoir compter sur un joueur comme ça qui t'apporte un plus dès qu'il entre. Donc non, logique, et c'était pas forcément évident pour Dunkerque, vu tout ce qu'on a dit, vu la dynamique et les absents. Voilà, c'est ça. Et du coup, Dunkerque qui prend une vraie option pour la 4e place. Ce Dunkerque-Guingamp qui, très franchement, si vous voulez mon avis, c'est le match le plus plausible, le plus susceptible qu'on retrouve dans 2 mois en play-off 1. Voilà, tout simplement parce que Guingamp a 5 points d'avance quand même sur Laval. Guingamp va jouer contre Lorient la semaine prochaine. Ça va être quand même difficile pour eux de s'imposer. Et que Dunkerque, maintenant, peut être aussi un petit peu plus libéré de cette justement contrainte du calendrier. Je ne les vois pas forcément rattraper la 3e, voire la 2e place. Mais je les vois quand même rester au-dessus de Guingamp, et Guingamp, je ne les vois pas tomber en dessous de... Je ne vois pas se faire rattraper par Laval, surtout quand Laval fait de telles performances à domicile. Personnellement, voilà, je pense qu'on va revoir ce match-là sur le même terrain. Et là, Guingamp, va falloir qu'ils apprennent de leurs erreurs. C'est pas encore fait, bien sûr, mais si jamais tel est le cas, va falloir qu'ils apprennent de leurs erreurs, parce que clairement, entre le penalty raté avec une course d'élan vraiment
risible, tout simplement de Ouais. Gendouzi. Je sais pas ce qu'il a tenté. Pour le coup, c'était les petits pas, c'était hop, on change. Ouais, il a tenté plein de trucs différents, mais après, normalement, c'est pas à lui de tirer, mais Picard était sorti, Siwe était sorti, Emiya était sorti, il est légèrement blessé, j'espère que c'est pas grand-chose. Wizard, il était sorti aussi. Alors, il est sorti pendant le match, je sais pas s'il était déjà sorti au moment du penalty. 82e, si, il était sorti du coup. Ouais, parce que je crois que c'est lui, normalement, le oui, numéro. Oui, ceci dit, il en a raté un cette saison aussi, Wizard, il n'y a pas si longtemps. Il l'avait mis à côté, je crois. Ouais, donc c'est pas forcément à Gendouzi, c'était voilà. Moi j'aurais vu Grieb le tirer, mais c'est vrai que bon. Oui, effectivement, ouais. Maintenant que tu le dis, Grieb, ça aurait été peut-être une option plus logique, mais bon, ça arrivait assez tard, quoi. Donc je suis pas sûr que ça aurait changé le cours du match. Il serait venu à 2-2, non, s'il avait marqué le penalty, bon. Si tant est qu'ils aient marqué ce corner. Le corner, c'est après. Avec le corner est après, ouais. C'est ça. Bah oui, du coup, il serait revenu à 2-2. Du coup, on va dire que ça aurait été le but du 2-2, le corner, si jamais ils avaient planté ce penalty. Ah oui, mais est-ce qu'il aurait eu... Là, c'est du... Ça, c'est de la spéculation, bien sûr. Là, on va pouvoir aborder le thème de la théorie du chaos. Ouais, bien sûr. Non, mais par contre, je trouve que moi, d'autant plus quand tu n'es pas un tireur attitré, que tu n'as pas l'habitude de tirer les pénaltys, il n'y a pas à aller faire une course comme ça, en fait. C'est simple. Fais une course normale, parce que là, c'était sûr qu'il n'y aurait pas de puissance. Déjà, moi je déteste les courses comme ça. Je le dis, ça m'irrite énormément. Alors, je sais pas tirer à penalty, donc je critique, mais je sais pas tirer. Formulé par les commentateurs de beIN Sport, c'est que en face de lui, il y a Ewan Jawen qui fait quasiment 2 mètres, je crois. Et en plus, t'as un spécialiste en face. Un spécialiste, et donc il y a un doute qui s'installe, donc tu essaies de le surprendre, tu essaies de faire un truc. C'est peut-être ça qui a joué un tour à notre ami. Parce que Jawen est des joueurs bien plus expérimentés que ce soit de Ligue 2 l'an dernier avec le Paris FC ou de Ligue 1 avec le LOSC, la séance de but incroyable, de tir au but incroyable qu'on a vu faire aussi il y a quelques mois. Oui, bien sûr, il a cette aura aussi, bien sûr. Le mec, il est gigantesque, il arrête tout. Bon, voilà quoi. Je pense qu'il travaille aussi. Je pense que Jawen, il les travaille. Et c'est avec l'Olichon, ça doit être super carré, super bien ficelé. Il doit partir au dernier moment et forcément, voilà. Tu mets toutes les chances. Il a juste eu à se coucher, là, franchement. Pour le coup, oui, voilà. mais moi, les courses comme ça sur les pénaltys en 2025 dans le foot, moi, ça me rend dingue. Il n'est pas Neymar qui veut. C'est ça, ouais. C'est que tout le monde a vu Neymar. Et puis, j'allais dire que Sabri Gendouzi, c'est un jeune joueur qu'il allait apprendre et tout ça. Bon, c'est vrai qu'il n'a pas fait beaucoup de saisons en pro, mais il a quand même déjà 25 ans. Donc, bon, c'est peut-être que l'expérience de ces gros matchs importants comme ça, voilà, lui a manqué, c'est sûr. Mais voilà, bon, c'est une mauvaise expérience. On espère que ça lui arrivera moins à l'avenir, effectivement. Après, comme vous l'avez dit, c'est pas non plus. Ils sont pas non plus dans une position de renverser totalement la partie au moment où il reste penalty, parce que Guingamp est déjà à 10. Il y a 2-0, c'est pas non plus. Le penalty tombe du ciel. Enfin, c'est Georgen qui tacle, ça lui tombe sur la main. Enfin, c'était un moment où Guingamp n'avait pas l'air particulièrement dangereux, à part qu'ils font un centre, quoi. Mais ouais, non, mais c'est pour ça. Je parle spécialement et spécifiquement de la course, mais on n'est pas sur un penalty qui aurait pu changer complètement le cours de la partie. En plus, il se rattrape derrière avec le corner qui est plutôt bien tiré, même si c'est Bamou qui décroise sa tête. Mais c'est pas, voilà, on n'est pas sur une action qui aurait changé et renversé totalement la partie non plus. Donc, voilà. Tout à fait. Dans les autres matchs de la J29, j'aimerais regrouper ensemble les 2 matchs des clubs corses. Est-ce que vous savez pourquoi ? Est-ce que vous arrivez à faire le rapport comme ça, le rapprochement ? Je vais te demander à Étienne pratiquement, plutôt puisqu'il a vu le débrief avec moi, le multi avec moi. Alors, j'ai vu des beaux coups francs. Ouais, exactement. Voilà. Des très très beaux coups francs de Everson Junior pour Ajaccio qui permet de gagner le match contre Amiens 2-1. Super bien parti, même si je crois que Gürner il met la main, mais bon, il est bien placé quand même, il est pas mal placé sous la barre et tout, c'était difficile de la stopper. Et celui de Christophe Vincent pour Bastia, voilà, qui lobe Escalès un peu sur son deuxième poteau. C'est surprenant, moi je m'attendais pas à le voir tirer direct. Vu l'angle qu'il y avait, il était pas loin de la ligne de touche en plus, non ? Oui, il était très excentré côté gauche. Il va chercher la lucarne opposée, si je ne me trompe pas. Mais
Magnifique. C'était une belle journée du point de vue des coups francs, parce que pour moi, le plus beau de la journée, c'est celui de Mchangama contre le Red Ah ouais, Star, bien où sûr, il bien prend sûr. 2 pas d'élan et il te met une mine Mmh. flottante sous la barre, de Risser, Risser qui est un très bon gardien pourtant, mais Il part à droite, Risser, il part à droite et en fait, il voit ouais. le ballon revenir, quoi, c'est ça, ouais? Ouais, bah, un peu, dans le goût de ce que faisait, Juninho à une époque, avec ce ballon Ouais, qui ouais. part un peu comme ça, là, tu peux rien faire, donc mais surtout faire une frappe, il est à plus de 25 mètres, si puissante en prenant 2 pas d'élan comme ça, c'est assez fort, hein, donc Mmh. si vous l'avez Heu, pas vu, je vous le recommande celui-là. Complètement. Là où je veux saluer, autant je trouve que Christophe Dumont, il a fait du bon travail à 3, mais quand même vu la qualité de Quel son Stéphane. effectif, ils peuvent faire, Stéphane, pardon, j'ai dit Christophe Dumont, Stéphane Dumont. Vu la qualité de son effectif, je trouve qu'il peut faire encore un poil mieux, quoi, et que le maintien soit pas encore acquis à ce stade-là, alors que bon, tu as quand même de la qualité à tous les postes, de très grosse qualité, du côté de l'Estac. Ce qu'il a réussi à faire, c'est quand même remettre Mchangama dans de super conditions, quoi. Franchement, je trouve que Ouais. euh, c'était avec Furlan et Pélissier en ligne avec Auxerre, ça s'était pas bien passé. Non. Du coup, c'était avec Guillon et Kisnorbo avec les Stacks l'an dernier, ça s'était pas bien passé non plus. Il avait pas Il y a réussi pas à de enchaîner personne. les matchs et encore moins les bonnes prestations. Vraiment, là, cette saison, on retrouve le Mchangama de Guingamp. Voilà, avec un cran en dessous, bien sûr, parce que Guingamp était joué le haut de tableau et que Troyes est un petit peu plus loin. Mais voilà, on retrouve un maître à jouer, un mec fiable, un mec qui frappe des coups de pied arrêtés, voilà, comme. Bref, l'un des meilleurs, franchement, à ce niveau-là en Ouais. Ligue 2, très clairement. Ouais. Voilà, et ça te rapporte des points. Et donc, voilà, un point précieux, effectivement, de l'Estac. C'est vrai que j'avais complètement occulté parce que je voyais que les matchs du multiplex là, sur les matchs du vendredi. Mais oui, tout à fait, très très beau coup franc également de Mchangama. Ajaccio qui bat Amiens 2-1 avec une grosse boulette de Gürtner en plus au début de la rencontre. Bon, bah voilà, c'est quasiment acté pour le maintien d'Ajaccio. Amiens devra attendre encore un petit peu pour garantir sa place en Ligue 2. Et puis Annecy qui, en faisant match nul contre Bastia et en voyant, c'est Bilmas qui se fait expulser d'ailleurs. C'est Bilmas qui se fait expulser après le but de Quentin Paris. Et ben voilà, qui va malheureusement être un petit peu loin peut-être du top 5, surtout que Guingamp perdait, que Laval perdait, qu'en battant Bastia, et ben voilà, il remontait à 43 points, à 5 points à 5 points de Guingamp. Bon là, ça va être peut-être un petit peu Ouais, loin. ça va faire loin là. En 5 matchs, ça va être compliqué quand même à rattraper, surtout que ça avance bien quand même devant en général. C'est pas pareil qu'une lutte pour le maintien. Mais voilà. Et puis, Bastia peut s'en vouloir aussi 13 corners. Je me rappelais qu'ils avaient beaucoup frappé. Ouais, mais ils ont tenu bon les Annéciens. Ils ont tenu bon en deuxième période. Qu'ils se prennent un but, c'était à peu près attendu en jouant toute une mi-temps à 10 contre 11. Mais voilà, c'est le strict minimum. On peut louer la ténacité des Annéciens, mais ce ne sera pas suffisant peut-être pour accrocher le top 5. C'est peut-être le match manqué de trop. Karel, je sais que tu as vu particulièrement ce Laval-Grenoble, que tu trouvais une victoire pas trop méritée des Grenoblois, mais ça fait quand même encore un faux pas de Laval sur sa pelouse, qui est capable des meilleurs résultats, comme battre Lorient, battre le Paris FC, et en même temps de bien se rétamer comme ça aussi sur certains matchs à domicile. Ouais, bah, non, c'est même pas que la victoire était pas forcément méritée pour Grenoble. Je sais pas si quelqu'un méritait de gagner, en fait, Ouais, sur le match, en fait, tout simplement. Mais complètement. non, c'est juste très dommage pour Laval parce que tu es dans une position quand même où tu peux revenir à 2 points de Guingamp C'est ça. sur ce match-là avec les résultats qui suivent derrière. Tu es contre une équipe de Grenoble qui concrètement, on va pas se le cacher, ne joue plus rien, hein. Mhm. Ça fait quelques semaines que ça ressemble à des vacances, comme c'est souvent le cas pour le GF38 à cette période-là de la saison. Même si souvent c'est plus un scénario où bah, il y a eu une grosse Oui. première partie de Ouais. saison. Là, ils ont été très performants sur le début de l'année 2025. Mhm. Mais tu es contre une équipe voilà, qui joue plus grand-chose. On ne sait pas trop qui sera le coach l'an prochain. On ne sait pas vraiment quels seront les joueurs non plus. Qui a fait qui venait de faire un match, en tout cas un début de match contre Lorient la Mhm. semaine passée, qui était
j'avais rarement vu quelque chose de similaire quand même. Donc c'est vraiment dommage, pour Laval. Tant mieux pour Grenoble qui prend une victoire de plus, qui sécurise complètement son maintien, même s'il y avait plus vraiment énormément de doutes. Mais c'est vraiment, vraiment dommage pour Laval, dans le sens où en plus ils avaient fait le nécessaire pour se mettre sur les bons rails, pour se faciliter la partie. On sait que Avec Grenoble un très marque beau pas but. énormément de buts, avec un très très beau but en plus Mhm. de Monté qui vient de signer son premier contrat pro en plus, donc Ouais, il me semble. Donc c'est ça. qui le fait de très belle manière. Et tu sais que Grenoble marque pas énormément, donc en mettant normalement ce premier but, a priori, tu te mets dans des très bonnes dispositions pour Mhm. l'emporter. Et au final, bah, tu te prends des buts. On en parlait un peu, on en parlait un peu en off avant de démarrer, mais tu te prends une tête plongeante de Jesse Benet et un but sur corner de Xantib. Ouais. Il voulait vraiment le perdre ce match-là, je pense. Et ce qui est dommage, Ouais. c'est que derrière, il n'y a pas eu une réaction. Il n'y a pas eu de Mhm. réaction en fait. Il n'y a pas eu une réaction d'orgueil où tu pousses et tu essayes d'acculer un peu cette équipe de Grenoble. Voilà, il y a eu presque, j'ai eu l'impression, un peu de résignation. Et c'est Mhm. vraiment dommage parce que mathématiquement, tout restait et tout reste maintenant dans une moindre mesure à jouer pour le top 5. Mais là, tu avais quand même l'occasion de revenir à 2 points de Mhm. Guingamp, avec en plus un calendrier derrière qui. Bon, tu joues quand même Dunkerque et Metz sur les 2 derniers matchs de la saison, mais sur les prochaines semaines, Ouais. t'as un déplacement à Bastia qui est jamais facile, mais t'as Rodez, t'as Amiens. Non, c'est vraiment dommage pour Laval, je trouve. Pour Grenoble, c'est Et, anecdotique, et pour ouais, Laval, ouais, je ouais. trouve que c'est vraiment dommage. Avant ce match-là, ils avaient 4 matchs sur 6 à domicile. Voilà, un découlé. Et franchement, je les vois pas rattraper pour moi Guingamp. Guingamp qui va montrer plus. Et d'ailleurs, dans le match Guingamp-Laval, on a vu qu'ils étaient au-dessus, les Guingampais tout simplement. Mais ouais, là, je les vois pas aller rattraper en ratant de telles opportunités de se rapprocher du top 5. On n'a pas trop parlé du Red Star. Supporter Odonien, veuillez nous excuser. C'est vrai qu'on a plutôt été ébahis par le but d'Mchangama. Mais c'est vrai que le fait que le Red Star arrive à toujours prendre des points, voilà, toujours avancer. En fait, ils sont jamais très longtemps à l'arrêt, quoi. En fait, ils font des nuls, voilà, ils font tourner le compteur. Et franchement, bah, voilà, c'est cette régularité-là qui leur permet de garder leurs 34 points, leurs 6 points d'avance sur Martigues, avec des buts de Ifnaoui, Dembok. Voilà, il y a quand même avec très peu de recrutement, on le rappelle, hein, il y a eu très très peu de recrutement de la part du Red Star cet été. Un petit peu à l'hiver, je crois qu'il y a juste eu. Comment il s'appelle le défenseur? J'ai oublié. J'ai oublié le défenseur qui a été recruté, celui de Guingamp, Lemonnier. Oui, Le Lemonnier Monnier, qui a oui. été recruté. Mais globalement, c'est une équipe très très proche de ce qu'il y avait en national, qui arrive avec un coach différent en plus, qui arrive franchement, à plus être très loin du maintien. Moi, je pense qu'ils sont à une victoire ou deux de l'assurer, mais une victoire, ça devrait être suffisant quand même. Franchement, chapeau à eux, chapeau à Grégory Poirier pour sa première saison en Ligue 2, qui a réussi à bien faire profiter cette équipe voilà, des qualités intrinsèques de l'effectif, sans avoir à révolutionner non plus complètement l'effectif. Donc voilà, bravo à eux. On va pouvoir voir ensemble le classement de la Ligue 2 avec un petit peu ces matchs écoulés, et donc du coup seulement 5 journées à disputer. Et donc, comme je vous le disais, Lorient 3 points d'avance sur le Paris FC, Paris qui a 1 point d'avance sur Metz qui semble quand même assez loin de se faire rattraper par Dunkerque. Ce serait franchement une grosse surprise de voir Dunkerque revenir sur Metz, parce qu'il faudrait qu'ils perdent 2 matchs sur les 5 derniers matchs, ou qu'ils fassent beaucoup de nuls. Moi, je vois pas ça arriver. Et Dunkerque qui fait un petit peu le trou, qui s'assure pratiquement de jouer les playoffs déjà à ce stade-là de la saison. Laval, Bastia, Annecy un petit peu décroché, même s'ils peuvent encore y croire légèrement. Et puis en bas de tableau, voilà, comme on vous le disait, c'était Martigues avec 28 points, Clermont avec 27, Caen avec 20. Ce qu'on va observer de très très près, c'est la réaction de Clermont. Parce que franchement, on n'a pas vu de vrai électrochoc au moment où Sébastien Bichard a été débarqué à l'automne dernier, et la nomination de Laurent Batles. Il y a eu un petit peu de mieux dans les résultats, mais franchement, c'était pas flagrant. Là, ça fait 3 mois que Clermont n'a pas gagné un match. Je suis curieux de voir si ça va changer quelque chose. Je ne suis pas certain que Laurent Batles soit le problème dans l'équation. Je pense qu'il Je y a suis pas pas mal de sûr non joueurs plus, aussi hein. qui sont soit pas à leur place, soit pas motivés à l'idée de jouer pour Clermont. Et pourtant, l'effectif a été beaucoup renouvelé, donc ils sont venus en connaissance de cause. Ça m'étonne beaucoup. Vu les dynamiques, je ne sais pas si Clermont sera capable de rattraper Martigues, ce qui ferait que Clermont descendrait pour la 2e saison de suite. Voilà, est-ce que vous voyez ce scénario-là se produire ou pas, les gars?
C'est vrai que l'ambiance à Clermont est bizarre, en fait, mais pas seulement cette saison, mais depuis la saison d'avant, en fait, parce que c'est un club qui a accepté très tôt sa relégation de Ligue 1 en Ligue 2, avant même que la saison soit terminée. Ils sont revenus en Ligue 2 avec un objectif de se recaler en milieu de tableau comme si de rien n'était, comme s'ils n'avaient jamais fait 3 ans en Ligue 1 avant. Et ouais, mais ça suffit pas, en fait, de se dire qu'on va être un club moyen dans le championnat, qu'on va vivoter. Et c'est peut-être ça qui a manqué à cet effectif là, d'avoir vraiment un objectif à poursuivre, parce qu'ils se sont laissés glisser comme ça tout au long de la saison vers le bas. Et puis aussi, je crois que le retour de Jacquet du côté de Rennes, ça leur a vraiment pas fait du bien, parce que c'était un excellent joueur en défense centrale. Et maintenant qu'ils l'ont plus, ça se sent quand même. Ah, bien sûr, bien sûr. Et puis franchement, sur les 5 derniers matchs, à Pau, je ne les vois pas gagner. Réception de 3, je pense que 3 sera assez fort pour au moins prendre un point et garder la distance. Le Red Star à domicile en plus à Bauer, ils vont voir ça comme le match du maintien, je pense, à la J32. Donc c'est pareil, je ne les vois pas gagner non plus. Puis après, il reste 2 dernières journées en mai contre Annecy, qui aura peut-être plus grand-chose à jouer, donc ça peut être un match important. Et puis Rodez, en fonction de leur fin de saison, en fonction de s'ils sont sauvés ou non à ce stade-là, ça peut être un match à 6 points, comme ça peut être un coup d'épée dans l'eau où Clermont déjà relégué et Rodez déjà maintenu et ne servira à rien. Et je me rappelle de Laurent Batles qui parlait beaucoup de ce match-là, garder notre destin aux mains, rester barragiste, rester à portée de Rodez. Là, en fait, on voit que voilà, c'est plus du tout la physionomie de cette fin de saison, c'est plus du tout à l'ordre du jour. Maintenant, c'est rester dans le sillon de Martigues, espérer que les Martégots vont perdre des points, et ils vont en perdre très probablement, surtout qu'ils vont jouer contre Lorient, comme on a dit tout à l'heure. Mais voilà, je suis désolé, il n'y a pas un match évident que bon, bien sûr, quand tu es 17e, il n'y a pas de match donné, mais à part ce Clermont-Annecy, si jamais Annecy est trop décroché, et je ne vois pas non plus les Annéciens complètement lâcher prise. J'ai du mal à voir un match dans lequel Clermont, est favori pour gagner les 3 points. Là. Mais ce qui est fou, c'est quand même qu'on avait fait les calendriers des sprints finales de chaque équipe qui joue le maintien, et Clermont était très loin d'avoir le pire calendrier. Avec Martigues et Caen. Ils jouent quasiment que des équipes du bas de tableau. Ils jouent quasiment que des équipes du bas de tableau ou des équipes qui ne jouent plus rien. Le problème, c'est qu'en fait, à Clermont, il ne se passe rien, en fait. Dans l'écosystème, je ne sens rien. À Martigues, avec l'arrivée d'Hakim Malek, alors que Martigues était dans une position où en 2024, en fin 2024, on se disait que Martigues serait forcément dans la charrette. Martigues, il se passe quelque chose. On sent qu'il y a une révolte, on sent qu'avec le retour à Turcan, ils y croient, en fait, tout simplement. Et Étienne parlait d'un Clermont qui se laisse couler et pense déjà à la Ligue 2 quand ils sont en Ligue 1, et j'ai l'impression que là on pense déjà au national depuis des semaines, en fait. J'ai l'impression que c'est la même chose. Sans l'avouer, mais oui, sans l'avouer publiquement, mais j'ai une grosse pensée pour les supporters clermontois, parce que je pense qu'il n'y a rien de pire que de sentir que ton équipe ne se bat pas, alors qu'il y a moyen en fait de le faire, au moins sur le plan mathématique. Et en fait, ça devient de plus en plus compliqué mathématiquement, aussi parce que ça fait des semaines que sur le terrain, je ne vois pas une équipe de Clermont. Alors, être conquérant quand on est dans cette position, c'est difficile, mais je suis désolé, j'ai vu Martigues être conquérant, j'ai vu Rodez être conquérant, on a vu Caen être conquérant contre Metz ce week-end. Clermont, j'ai l'impression que ça n'arrivera pas sur la fin de saison. Alors j'espère que le changement d'entraîneur me fera mentir et que ça relancera tout. Et j'espère que en interne, ils ont su voir que c'était vraiment ça le problème. Et comme toi, Julien, moi je n'en suis pas convaincu. Je pense que là, la mission qui est donnée au remplaçant de Laurent Batles, je suis désolé, j'ai perdu son nom entre-temps, mais elle est vraiment pas facile. Tu as vraiment très très peu de matchs pour relancer un groupe qui, je trouve, cette saison n'a jamais été vraiment dans une position d'équipe déjà qui descend de Ligue 1, et puis dans une équipe qui s'est laissée tout doucement couler. Quand tu regardes le calendrier de Clermont, déjà c'est une équipe qui n'a plus gagné depuis le 10 janvier. Voilà. Donc je sais pas, je trouve que c'est vraiment inquiétant, parce que je ressens pas grand chose en fait, alors qu'il y a encore tout à jouer. Je pense que le match du tournant, c'était contre Amiens. Ils le dominaient, ils étaient devant, et tu as ce carton rouge de Gastien qui a visiblement
vraisemblablement, d'après ce que j'écoutais chez nos confrères dans le podcast de La Montagne, était largement évitable, alors qu'il était nerveux à la mi-temps, que voilà, l'arbitre l'avait prévenu de pas faire, de pas faire n'importe quoi en deuxième. Voilà, ce carton rouge qui le met dedans. Derrière, Amiens égalise alors que Clermont était quand même largement supérieur en première mi-temps. Même à 10 contre 11, Clermont est encore un peu meilleur qu'Amiens et n'arrive pas à marquer. On ne peut pas trop leur en vouloir. Mais voilà, et en fait, ils ont raté ce coche-là. Là, ils avaient 2 matchs difficiles à l'extérieur d'affilée. Mais j'ai peur qu'il s'est perdu justement le public. Le public était venu nombreux. Je crois que le stade était quasiment à guichet fermé pour ce match contre Amiens. J'ai peur qu'il l'ait perdu, quoi. Là, j'espère que quand le club parle d'une union sacrée sur son communiqué officiel, qu'ils veulent voilà, ils veulent attirer du monde, ils veulent qu'il y ait une grosse ambiance à Montpied pour les du coup, il y a 3 derniers matchs à domicile. 3 ou 2? 3, c'est seulement 2. Écoutez, j'ai oublié, j'ai complètement raté. Seulement 2. Seulement 2 maintenant. Mais oui, voilà, j'ai peur qu'ils aient raté cette fenêtre justement pour se rapprocher d'Amiens, parce que Clermont aurait 29 points, Amiens aurait 33. Et il serait encore barragiste et à seulement 4 points des Amiénois. Là, c'est plus du tout le cas. Donc ouais, je trouve que le match de ce week-end contre le Paris FC est vraiment symptomatique de ce qui se passe, parce qu'on a l'impression qu'ils y vont et que c'est déjà perdu. Je sais que c'est pas facile d'aller à Charletti, mais Martigues a gagné à Charletti. Rodez est allé faire 3-3 à Charletti. Ouais. C'est des équipes qui sont dans les mêmes positions et ils y sont allés avec l'intention quand même de faire. Et Martigues, en plus, quand Martigues va gagner au Paris FC, c'est un Martigues qui n'a plus gagné depuis depuis très très longtemps. Et c'était le même Paris FC, je veux dire, dans les ambitions, peut-être pas dans le contenu, etc. Peut-être que le Paris FC est en train de monter en puissance sur cette fin de saison aussi. Mais je sais pas, j'ai l'impression qu'ils y sont allés. Stéphane Gilly parlait d'une équipe qu'il ne fallait pas laisser respirer, qu'il ne fallait pas laisser espérer. C'est exactement ce qui s'est passé. Mais est-ce que Clermont y est allé avec l'intention d'espérer ne serait-ce qu'une minute? Moi, c'est ça que je trouve vraiment triste, quoi, sur cette fin de saison pour Clermont. Et sur la dernière émission, on en parlait, on sentait déjà pas, il me semble, vraiment d'émulation à Clermont comparé à ce qui pouvait se passer à Martigues. Vous savez quoi, Clermont, ça me rappelle trop. On va arrêter bientôt parce que c'est vrai que on fait durer le plaisir, mais c'est vrai que moi Clermont, ils me font passer à 3 l'an dernier. Voilà, t'as le talent, c'est indéniable. T'as des joueurs avec du potentiel en plus. Sur le papier, quand tu regardes la compo, ça reste quand même. C'est du sérieux, ouais. Ça reste intéressant, au moins intéressant, quoi. Mais pour moi, ils déçoivent de la même manière que 3 décevaient l'an dernier, c'est-à-dire que j'ai pas l'impression non plus qu'ils fassent tout pour tenter de se maintenir. Voilà, qu'ils donnent tout ce qu'ils ont. Je pense que ces joueurs-là, on a encore beaucoup sous le pied, mais est-ce qu'ils peuvent le montrer? Est-ce qu'ils peuvent s'exprimer dans ces conditions-là où j'ai pas l'impression que chacun se bat l'un pour l'autre? Voilà, 3 l'an dernier, c'était la même chose, et on voit que ça s'est mal terminé avec les supporters, qu'il y avait une ambiance vraiment déplorable en interne, que voilà, tout le monde voulait la tête de Kisnorbo. Ensuite, Guillon, il n'arrivait pas à imposer sa patte, et c'est parti en sucette. Mais je suis désolé, mais on n'est pas très loin de la même chose. Et d'ailleurs, il y a eu 2 changements. Il y a eu 2 changements d'entraîneur, ce que 3 n'a pas fait l'an dernier. Peut-être que c'est là la différence, c'est là qu'ils vont se distinguer. Mais franchement, rien n'est encore garanti à ce stade. Ils ont le mérite de tenter le coup. Martigues, je vois une âme à Clermont, je l'attends encore. Voilà. Je sais pas si. Désolé Étienne, on a un peu monopolisé la parole. Non, c'est une belle conclusion. Très bien. Bien écoutez, merci beaucoup messieurs. Merci beaucoup d'avoir assisté, d'avoir rendu cette émission possible ce mardi 8 avril 2025 à la fin de cette 29e journée. On a hâte de vous retrouver pour le débrief de la 30e avec on espère encore beaucoup de beaux résultats, de jolis buts à débriefer, parce que ça fait toujours plaisir, des jolis buts, des résultats, des matchs un peu tout feu tout flamme, des 2-2, des 3-3. Voilà, lâchez-vous messieurs sur cette fin de saison. Moins de cartons rouges, un peu plus de score fleuve. Voilà, on aime bien aussi quand il y a sur les fins de saison, quand il y a un peu moins d'enjeux pour certaines équipes, que voilà, certains se lâchent, beaucoup de choses sont tentées. Voilà, donc voilà, on espère que cette 30e journée va être encore à la hauteur de nos espérances. Karel, Étienne, merci d'avoir été présents pour cette nouvelle émission. Et puis voilà, merci à tous ceux qui ont regardé ces 50 minutes d'émission. On se retrouve dès la semaine prochaine pour un nouveau débrief. Salut tout le monde. Salut.